Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, enregistré en public à l'école alsacienne, en nombreux publics si la chose se dit, à l'école alsacienne, et qui sera suivi donc d'un échange avec ce public, lequel sera enregistré et diffusé, mis en ligne mercredi à partir de 11h. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, ci-devant président de la Commission des Affaires étrangères de la ci-devant Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr, et je dois dire aussi auteur en mars dernier du Bal des illusions, sous-titré Ce que la France croit, ce que le monde voit, qui peut être considéré comme un livre qui, bien que paru en mars, est un livre d'actualité. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Faut-il dissoudre Macron ?» Et il est ainsi chapeauté. Emmanuel Macron a-t-il commis une erreur en décidant seul la dissolution de l'Assemblée nationale? Son coup de poker peut-il être gagnant? Au-delà de cette question que tout un chacun se pose depuis le 9 juin, une interrogation concerne le chef de l'État lui-même, son exercice solitaire du pouvoir, sa dimension narcissique et ses penchants transgressifs. Notre prochain enregistrement public aura lieu un dimanche de septembre. Je ne sais pas encore lequel, car nous avons proposé à l'école alsacienne que ce soit le 8, mais j'attends la confirmation définitive pour vous l'annoncer. Donc vous ne pouvez pas encore vous inscrire, mais vous pouvez tirer du fait que notre prochain enregistrement public sera en septembre la conclusion que nous continuons et qu'il y aura donc une 8e saison du Nouvel Esprit Public. Philippe Meyer ne dissout pas. Et dissous, c'est pas cher. Mais enfin, c'est vous que vous devriez applaudir, puisque c'est votre réponse aux uns et aux autres qui nous permet de repartir d'un bon pied pour une 8e saison. Ce qui n'empêche absolument personne de venir ajouter son nom à celui de toutes celles et tous ceux qui ont décidé de nous soutenir financièrement. Je l'ai lu la semaine dernière, mais je ne m'en lâche pas, parce que Lasse, hein? Non, c'est pas je m'en lâche pas, je ne m'en... Enfin bref, ça... Bref, tu ne le fais pas. Oui, non, si je vais le faire... il s'agit d'un petit message que j'ai reçu et qui me fait rentrer personnellement de plein pied dans une modernité où je n'étais pas sûr d'avoir conquis toute ma place. Et ce message, adressé donc à ma modeste personne à travers la boîte aux lettres du Nouvel Esprit Public, dit « Hello Philippe, ça t'intéresse de venir pitcher ta start-up devant de grands groupes et potentiels clients ? Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, autrement dit d'un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Venons-en maintenant à la situation politique qui est la nôtre et à la question de savoir si nous assistons à des décompositions ou à des recompositions. La dissolution a provoqué diverses ondes de choc. À droite, les Républicains se trouvent écartelés entre les partisans d'une alliance avec le Rassemblement national, les tenants de l'indépendance ou les défenseurs du ralliement au camp macroniste. À gauche, les principaux partis ont annoncé le 13 juin, après plusieurs jours d'intenses négociations, un accord sur les candidatures et un programme commun pour un nouveau Front populaire. Les macronistes tentent de s'accorder avec la droite modérée en nouant des accords localement pour faire barrage ici au Rassemblement national, là au nouveau Front populaire. Édouard Philippe, président de Horizon, essaie d'avancer ses pions et de marquer sa différence en travaillant à la construction d'une majorité parlementaire dans la prochaine Assemblée qui irait de la droite conservatrice aux sociodémocrates. Vendredi, Édouard Philippe déclarait « C'est le président de la République qui a tué la majorité présidentielle en décidant de dissoudre l'Assemblée ».
Le contraste est très fort entre la condamnation quasi unanime de cette décision par la classe politique et les médias et ce qu'en disent les Français, puisque dans un sondage réalisé par Opinionway les 17 et 18 juin, la moitié d'entre eux jugent la décision d'Emmanuel Macron justifiée. La gauche y est la plus opposée, bien qu'une proportion de 40% d'électeurs de gauche la juge tout de même justifiée. L'offre électorale proposée a beau avoir été simplifiée avec la consécration de 3 blocs aux visions du monde antagonistes, les nouvelles alliances électorales et les positionnements fluctuants noués lors de cette campagne de 12 jours, la plus courte de la Ve République, rendent difficile la compréhension du jeu électoral. D'autant que le code électoral permet pour les législatives des triangulaires ou des quadrangulaires au second tour, tous les candidats dépassant 12,5% des inscrits pouvant se maintenir au second tour. Dans ce paysage, les sondages donnent aujourd'hui le Rassemblement national en position de force. Selon celui d'IFOP Fiducial pour le Figaro, LCI et Sud Radio, publié jeudi, l'alliance entre le RN et la frange de LR, parti avec Éric Ciotti, récolterait 34% des voix au premier tour le 30 juin, 5 points devant l'alliance de gauche. Le nouveau Front populaire est estimé à 29%, le camp macroniste à 22%, soit une remontée par rapport à la plupart des études publiées depuis la dissolution. Enfin, les Républicains, hors alliance avec le RN, stagnent à 6% des voix, tandis que Reconquête ne récolterait que 2% des scrutins. Selon cette étude, la participation au premier tour serait estimée à 64% contre 53,7% en 2022. Les lignes politiques ont davantage bougé en 7 jours qu'en 7 ans, observe Raphaël Llorca, expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Cette dissolution a pour effet principal de fragmenter un peu plus un système partisan dominé, selon l'expression du politiste Rémi Lefebvre, par les partis personnels depuis 2017, Renaissance autour d'Emmanuel Macron, LFI autour de Jean-Luc Mélenchon, Rassemblement national autour de Marine Le Pen. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je voudrais tout d'abord repartir peut-être de quelques points sur ce que vont être ces élections législatives. C'est la première fois depuis 1997 qu'on assiste à une dissolution, et c'est la première fois depuis que d'abord il y a un quinquennat et non pas un septennat, et que le calendrier électoral a été inversé, puisqu'auparavant l'élection législative était avant l'élection présidentielle. Enfin, en tout cas, elle était décalée en termes de calendrier. Donc c'est une grande première, et ce qui est très important, comme le disait Philippe, c'est que de ce fait, la participation à ces élections législatives va être bien différente, puisqu'en règle générale, lorsqu'elles étaient situées après la présidentielle, on assistait à une chute de la participation de l'ordre de plus de 10 points, comme vous l'avez rappelé. Et là, on va avoir donc plus de 11 points supplémentaires, ce qui veut dire que la question de la participation électorale va évidemment rebattre des cartes qui, pour l'instant, sont déterminées, notamment dans les sondages, en pourcentage. À partir du moment où le nombre de votants en valeur absolue est différent, ça va être évidemment assez différent. Et ça, c'est un point sur lequel les sondeurs ont du mal à rectifier, à corriger les chiffres. Le deuxième point essentiel sur les législatives, c'est évidemment que ce sont autant d'élections mixtes, à la fois locales et nationales. Comme vous le savez, il y a 577 circonscriptions. Et je pense que ce qui est important, c'est de rappeler qu'en 2022, le Rassemblement national était arrivé au deuxième tour dans 208 d'entre elles, et que, par ailleurs, il avait fait plus de 46% dans plus de 146 d'entre elles. Donc vous imaginez ainsi le rapport de force. Est-ce qu'il a beaucoup progressé depuis 2022 ? C'est indéniable. Mais dans un scrutin uninominal à 2 tours, aujourd'hui, le Rassemblement national, si on se fie à ce qui était arrivé en 2022, pourrait au maximum avoir 208 circonscriptions. C'est beaucoup, c'est énorme, mais ce n'est pas une majorité absolue. Et je voulais donc rappeler ces chiffres parce qu'il me semble que depuis qu'on discute sur ces éléments, on a du mal au fond à avoir, j'allais dire, les yeux en face des trous. La deuxième chose essentielle, c'est évidemment la rapidité de cette recomposition à laquelle nous assistons. Mais c'est une recomposition extrêmement rapide, mais qui par ailleurs dévoile au fond des mouvements souterrains qui existaient maintenant depuis, j'allais dire, plusieurs années, notamment au sein de LR. Ce qui est intéressant, c'est en revanche la façon dont un certain nombre de personnalités politiques tentent leur chance et décident au fond, d'y aller, de prendre leur lead, de s'abstenir au fond de la logique partisane et de la logique collective, comme l'a fait Éric Ciotti, dont on nous disait il y a encore quelques semaines qu'il aurait pu éventuellement devenir ministre d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien comment aujourd'hui cette question de prendre le leadership, prendre sa chance, l'emporte d'une certaine manière sur les disciplines collectives. La deuxième chose qui me semble essentielle à dire,
c'est qu'on voit bien que le Rassemblement national est devenu une sorte de pivot de notre vie politique, puisqu'au fond, tout se détermine par rapport au Rassemblement national, notamment ce qui a surpris la majorité présidentielle jusqu'à présent. Faudra-t-il bientôt parler d'une minorité présidentielle? En tout cas, la question est posée. Ce qui a surpris Emmanuel Macron et la majorité présidentielle, c'est évidemment la rapidité de l'alliance à gauche, alors même que c'était une alliance dévorée par les divisions. La NUPES n'existait plus. Comment peut-on expliquer cette alliance à gauche structurée, si je puis dire, en tout cas commencer à être structurée en 48 heures? Moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est évidemment une culture anti-Rassemblement national qui est très forte à gauche, quelles que soient les composantes. La deuxième, c'est évidemment quelque chose de moins noble, qui consiste au fond à se dire, là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre, et il faut évidemment en profiter. Et dans ces conditions, il est essentiel d'avoir un élan, une dynamique. Je dirais que la détestation d'Emmanuel Macron a pu aussi jouer certainement pour cimenter la gauche. Donc j'y vois trois éléments, un noble, un moins noble et quelque chose de l'ordre de l'opportunisme. Mais il faut savoir que la politique, en général, c'est pas complètement noble, hein. La troisième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la majorité présidentielle, que là, on assiste à une recomposition, non pas sur le fond, mais évidemment sur la question des personnes. C'est-à-dire la façon dont Gabriel Attal, en 48 heures, surmonte sa déception, son désappointement extrêmement visible, dont il ne se cache pas et dont il devient leader pour ces élections législatives, prenant d'une certaine manière la place d'Emmanuel Macron, en tout cas sur les affiches. C'est quelque chose d'essentiel. J'observe aussi que Yael Braun-Pivet, qui était donc l'ex-présidente de l'Assemblée nationale, a affiché également une ambition personnelle et qu'Édouard Philippe n'a pas hésité à se séparer très explicitement d'Emmanuel Macron. Donc on assiste à des recompositions d'ordre, de groupe, et on assiste aussi à des recompositions en termes d'émergence des personnalités. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que de ce fait, la question de qui croire et de que croire est évidemment extrêmement compliquée, et que la question des programmes, que nous allons aborder dans un second temps, est un point sur lequel il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu la foire à la saucisse. Richard Verly. La foire à la saucisse. Bien. Alors, regardons ce qu'il y a sur le marché. Pour répondre à la question de l'éventuelle décomposition, recomposition à laquelle aboutit cette dissolution, je crois qu'il faut déjà regarder de près quelques mots ou la signification de quelques mots qu'a employé le président de la République. Pourquoi je me réfère à Emmanuel Macron? C'est parce que tout est parti de lui. Donc bien évidemment, c'est quand même intéressant de regarder et de se souvenir de ce qu'il a dit, notamment lorsqu'il annonce la dissolution et ensuite à la conférence de presse du 12 juin où j'étais et que vous avez peut-être regardé à la télé ou vous en avez sûrement vu des extraits. Premier élément qu'il a répété à plusieurs reprises, c'est clarification. Clarification, et moi je crois qu'il y a quand même des clarifications. De ce point de vue-là, il a raison. Il a conduit à des clarifications. Par exemple, la clarification, à mon avis, inattendue, ou en tout cas, il ne s'y attendait pas, de la capacité de la gauche à s'unir électoralement. Clarification de la dynamique, renforcée du Rassemblement national. Ça aussi, c'est une clarification. Est-ce que Jordan Bardella allait garder le vent en poupe après les européennes? La réponse, selon les sondages, encore une fois, a passé au mixeur du système majoritaire des circonscriptions. Mais il semble que on est quand même passé de 31,8% résultat aux européennes à maintenant des sondages qui le placent jusqu'à 35,5% avec l'appoint de la droite ciotiste. Donc ça c'est première clarification, deuxième clarification et troisième clarification, c'est la disparition programmée d'Emmanuel Macron. C'est ce que vient de dire Lucile, puisque en gros tout le monde fait maintenant comme s'il était déjà parti, puisqu'on ne le met plus sur les affiches. Les candidats, semble-t-il, ne veulent plus l'avoir comme ombre tutélaire et personne ne s'interroge sur ce qu'il fera ou sur ce qu'il faudrait faire avec lui dans les 2 prochaines années. En gros, on part du principe que Macron, c'est fini. Donc voilà quand même 3 clarifications importantes parce qu'elles dessinent ce que va être le paysage politique dans les 2 années à venir ou au-delà. Un Rassemblement national dominant, une gauche qui semble être capable de ressusciter de ses cendres, et Emmanuel Macron qui est en quelque sorte fini. Ensuite, le deuxième mot, c'est le mot démocratique. Alors ça ne vous étonnera pas venant d'un journaliste suisse, mais je trouve que oui, il faut saluer le geste démocratique d'Emmanuel Macron. Il est revenu au peuple, il a même parlé du peuple
souverain, ce qu'on utilise beaucoup en Suisse quand on dit le souverain pour désigner le peuple. Et je trouve que s'interroger sur la dissolution, sur toute la crise qu'elle provoque, c'est oublier qu'à la base, il y a quand même un réflexe démocratique qu'il faut saluer, à mon avis, dans des conditions problématiques qui est le calendrier. Parce que est-ce qu'il est complètement démocratique de forcer les gens à se prononcer en 2 semaines, une campagne aussi courte, dans un contexte par ailleurs rendu compliqué par l'approche des Jeux Olympiques? Ça, c'est une autre question, mais l'aspect démocratique, là aussi, c'est une forme de clarification. Et de la part du président de la République, c'est quand même une forme de courage d'être revenu vers le peuple. Ensuite, troisième élément, la détestation, parce qu'on voit beaucoup ce mot-là maintenant, détestation d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi je constate quand même dans les sondages, le dernier, alors il y en a qui le mettent à 22, le camp présidentiel, d'autres à 19,5, le dernier sondage que j'ai entendu hier à France Info, c'est-à-dire en gros quand même un socle assez fidèle, entre 20 et 25% d'électeurs français qui sont là depuis 2017, qui croient au personnage Macron, ou en tout cas à son message, à sa vision. Donc finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Il semble que la détestation a pris beaucoup d'ampleur dans les médias, notamment, qui, il faut bien le dire, ont intérêt à ça, parce qu'il n'y a rien de tel que de diaboliser des personnages pour entretenir un débat. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron est plus détesté aujourd'hui qu'il ne l'était en 2017? En tout cas, il garde un socle, et c'est sans doute sur ce socle qu'il mise pour arriver à un résultat. Et là, ça m'amène à la conclusion, c'est qu'il ne peut pas y avoir de recomposition pour une bonne et simple raison que dans un pays, la France, où tout remonte au président de la République, on n'a toujours pas compris ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir une recomposition s'il avait, lui, donné des éléments sur ce qu'il voulait et comment il voyait l'avenir. Or, ce que je constate, c'est qu'il n'a donné aucun élément constructif. Il a dit qu'il faut faire barrage aux extrêmes, il l'a répété dans des circonstances un peu bizarres, à la fête de la musique, ça paraît quand même un petit peu étonnant, mais à part ça, il ne dit pas quel est lui-même le projet. Et c'est ça qui, à mon avis, empêche la recomposition éventuelle et nous amène plutôt à une décomposition. C'est que en France, où tout part de l'Élysée, là, on a un président qui laisse le pays en plan, en quelque sorte, qui lui dit « Allez, chers électeurs, allez aux urnes, faites barrage aux extrêmes, et après ?» Et après, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il propose pour les 2 années à venir? Donc je suis assez inquiet de ce point de vue-là, parce que finalement, il ne va pas au bout de sa logique démocratique. La logique démocratique aurait été de dire, voilà ce que je propose pour les 2 années à venir, et voilà ce que je considère aujourd'hui encore comme un cap pour le pays. Ce message, à mon avis, a manqué. Béatrice Gibelin. Aurait-il été entendu? C'est une question qu'on peut se poser. Dans la mesure où il est quand même aujourd'hui... à peu près 3/4 des Français semblent ne plus lui faire confiance. Alors, vous avez raison, Richard, il en reste toujours 25. Mais quand on a 75 qui vous font plus confiance et qui ne croient plus en vous, votre parole perd évidemment en crédibilité. Alors, des décompositions, recompositions. Décomposition à droite, sans aucun doute, puisque on a tous ceux de la droite de gouvernement, ceux qui veulent être séduits par le RN, le camp Ciotti, ceux qui sont séduits au fond par un centre droit entraîné par Édouard Philippe, peut-être ceux qui voudraient à la limite séduits par Macron, les anciens socialistes qui retourneraient à la famille d'origine. Bref, une droite qui est quand même en grande difficulté. Mais des élus à droite qui sont très ancrés localement pour un grand nombre d'entre eux. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que nous ayons des élections, comme l'a rappelé Lucile, qui sont à la fois nationales et locales. C'est-à-dire qu'un député qui fait bien son travail, et qui est bien ancré dans son territoire, qui est identifié. Or, aujourd'hui, peu de députés sont clairement identifiés. Autrefois, ils étaient députés-maires. Ils étaient députés et présidents de conseil général, comme on disait à l'époque. Ils étaient identifiés. Aujourd'hui, je suis sûre que si on demandait à beaucoup de Français qui est votre député, je pense que les réponses ne seraient pas si claires que ça. Donc tous ceux qui ont un solide ancrage local, en ayant correctement travaillé, sont peut-être moins menacés que d'autres. Car je pense que dans cette situation, au fond, d'extrême rapidité, et qu'on ne connaît pas les candidats, on va avoir des réflexes qui vont être des réflexes de
de partis, de grands ensembles. Au fond, on va voter pour le nouveau Front populaire, ou on va voter pour Ensemble, ou on va voter pour RN, sans trop savoir pour qui on vote, qui est la personnalité derrière cela. Donc pour moi, les sondeurs disent des choses sans doute très justes. On sait très bien que le RN va avoir une très forte poussée. Ça peut être plus de 100 députés qui soient élus. Quant à savoir donner une photographie très précise, ce n'est absolument pas possible. Donc ça me semble un élément sur lequel il faudrait insister. La recomposition à gauche, moi je dois dire que je vois dans cette union à gauche faite en 48 heures un réflexe pavlovien. C'est-à-dire qu'en 2002, quand Jospin a été battu et que c'est Jean-Marie Le Pen qui s'est retrouvé au deuxième tour avec pas beaucoup d'écart de voix, quelques centaines de milliers, ça a été de dire « Ah, mais c'est parce que la gauche était divisée. Si on n'avait pas eu Chevènement, si on n'avait pas eu Taubira, alors on était au deuxième tour. Eh bien, on va faire pareil. » À ceci près qu'on n'est plus du tout dans la situation de 2002. Le Front National est beaucoup plus puissant. Il couvre l'ensemble du territoire national, ce qui n'était absolument pas le cas en 2002. Ça me semble, les conditions sont vraiment extrêmement différentes. Et par ailleurs, en 2002, dans l'Union de la gauche, c'était le PS qui était moteur. Là, qui est moteur ? C'est LFI. La grande habileté de François Ruffin, c'est d'avoir dit dès dimanche soir, le président avait à peine terminé son annonce, qu'il disait « Front populaire ». Et LFI, Ruffin sympathique, il a une image sympathique, merci patron, enfin ce qu'il a fait, a entraîné, j'allais dire, dans un réflexe que moi j'estime pavlovien, la gauche derrière. La deuxième personne qui a beaucoup bougé tout de suite, c'est Maryse Tondelier, qui est allée voir aussitôt LFI en disant « il faut faire l'union ». Et une fois encore, le PS est arrivé en dernier, avec un Glucksmann qui s'est fait tondre la laine sur le dos extrêmement rapidement. Donc on est dans une situation qui me semble compliquée dans la recomposition, et je vais m'arrêter, c'est qu'on a quand même un leader de ce nouveau Front populaire, quoi qu'on en dise, qui reste Jean-Luc Mélenchon. Et il risque fort d'avoir le plus grand nombre d'élus, même si, je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est très difficile parfois à le préciser, mais il y a beaucoup de chances pour que ce soit lui. Et à ce moment-là, que se passera-t-il pour le deuxième tour ? Jean-Luc Bourlanges. Oui, il y a, sur l'attitude des Verts vis-à-vis de la réponse à Ruffin, c'est exactement le même phénomène que celui qui s'est produit autour de la constitution de la NUPES. Les socialistes et les communistes étaient prêts à faire une alliance avec les Verts qui auraient mis sur le côté LFI, et c'est les Verts qui ont tout de suite, les Verts dans leur version extrémiste, Rousseau, etc., qui ont tout de suite fait affaire avec LFI et qui ont coincé la possibilité. C'est comme ça qu'est née la NUPES. De ce point de vue-là, les fonds baptismaux n'ont pas changé. Il y a évidemment énormément de choses à dire. Je voudrais faire une remarque on développera ça tout à l'heure, je pense, pour réponse à ce qu'a dit Lucile, sur les raisons pour lesquelles la gauche s'est reconstituée. Il y a certainement le mythe de l'union de la gauche, mythe pavlovien, je suis entièrement d'accord. Bien au-delà de Jospin, c'est un mythe, c'est un élément mythologique qui dépasse, enfin, depuis le congrès de Tours, il y a quand même, la gauche est complètement fractionnée, et malgré tout, le mythe a toujours survécu. L'intérêt électoral, évident, tout le monde sait. Bon, mais il y a quelque chose de très profond, de très grave, c'est que tous ces gens ont voulu coller à ce qu'ils estiment être les attentes du pays, et qui sont sur bien des points les mêmes que celles du Rassemblement national. À part une différence importante, l'immigration d'un côté, qui est effectivement le grand argument du Rassemblement national, alors que pour LFI, c'est la colonisation sioniste. À part ces différences de bouc émissaire, sur le fond, les attentes et les programmes, on en reviendra, sont exactement les mêmes. Je voudrais, moi, parler un peu du président de la République. Vous me connaissez, j'ai été souvent assez critique, assez ironique parfois même,
à l'égard du président de la République et des choix qu'il faisait. Je crois que je suis d'autant plus à l'aise pour dire que je m'étonne que dans la majorité, l'ex-majorité, tout le monde s'en prenne à lui, non pas pour ses erreurs tactiques et stratégiques qui sont indiscutables, mais l'affaiblissent en tant que tel. Alors, évidemment, les Français sont pour la dissolution. Richard, c'est parce qu'ils n'aiment pas Macron, qu'ils trouvent qu'il a appuyé sur la solution étant lui, il s'est fait sauter le caisson, comme on dit dans un dessin célèbre de Sampé. Mais au-delà de cela, je crois que il y a quelque chose de grave dans la façon dont l'ex-majorité s'en prend au président de la République dans des termes assez identiques à ceux employés par M. Bardella et par M. Mélenchon. Je crois qu'il faut faire une distinction très claire entre les erreurs de conduite politique du président de la République. L'erreur tactique, elle est évidente, c'est une dissolution précipitée demandant aux Français de changer leur attitude, faire appel du suffrage universel au suffrage universel dans un délai de 15 jours, 3 semaines. C'était évidemment tout à fait téméraire. Et il y a aussi derrière ça une erreur stratégique que j'ai toujours dénoncée depuis la réélection du président de la République et les élections législatives, c'est-à-dire son incapacité à penser l'équilibre institutionnel, à la différence de François Mitterrand, qu'il avait fait en 1988 en nommant quelqu'un qu'il n'aimait pas à Matignon en la personne de Michel Rocard, ne pas comprendre que face à un Parlement aussi mal équilibré qu'il l'était, il fallait jouer la carte d'un renforcement du pouvoir du Premier ministre et permettre au Premier ministre, non pas simplement d'accueillir les gens qui voudraient bien rejoindre le vaisseau présidentiel, ce qui n'avait pas grand sens. S'ils étaient dehors, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être dedans. Mais les amener à un Premier ministre à constituer un peu à l'allemande, à tricoter une majorité avec des propositions de gouvernement qui seraient faites conformément à la Constitution par le Premier ministre et adressées au Président de la République, et un programme de gouvernement, un contrat, comme un contrat de législature, comme font les Allemands. On dirait, sur les 5 ans que nous avons devant nous, nous allons avoir 5 priorités ou 10 priorités. Ça, il n'a jamais voulu ça, parce que c'est contraire à l'idée qu'il peut y avoir un autre foyer de cohérence de l'action gouvernementale que le sien. Je crois que ça, c'est une erreur, c'est ça qui paie très fort. En revanche, je trouve qu'il faut quand même que la majorité se ressaisisse. Sur les options fondamentales, c'est lui qui a raison. Nous sommes en face de 2 programmes, on y reviendra, qui sont déments. Les programmes des 2 autres blocs sont peut-être majoritaires, mais ils sont démentiellement majoritaires. C'est sur programme économique, programme européen, programme d'abandon de la solidarité de facto avec l'Ukraine, programme de ruine économique, de ruine de l'investissement. Enfin, c'est le programme de LFI cautionné pour des raisons tactiques, par la gauche raisonnable, et c'est le programme du RN, même si le RN nous dit qu'il n'en fera que la moitié. La devise de Bardella, c'est celle de Tartuffe. Hein. C'est trop de la moitié. Mais c'est un programme déraisonnable. Les choix fondamentaux du président de la République et ceux du bloc central sont on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait, mais il n'y a pas d'alternative réelle à ces choix fondamentaux. Et ça, il faut s'en tenir à ça, et on n'a pas à s'en prendre aux choix stratégiques du président de la République, même s'il a parfois flotté, si on peut faire mieux, etc. C'est la première observation sur le rôle du président. La seconde, c'est que veut-on de lui? Qu'il démissionne? Que ce que ses partisans veuillent qu'il démissionne? C'est le pouvoir du président de la République qui est l'un des seuls garde-fous que nous conservons, que les gens de bon sens conservent contre la folie qui s'est emparée du pays. Il est élu pour 5 ans. C'est la Constitution. S'il démissionnait, l'idée de M. Bardella, c'est de dire... voilà, s'il n'y a pas une majorité absolue pour nous, il faut faire démissionner le président de la République. Et pourquoi?
S'il n'y a pas de majorité au Parlement, on peut faire démissionner le président de la République. Il n'y aura pas davantage de majorité au Parlement. C'est pas la question. Chacun son rôle. Le président de la République a des pouvoirs. Il est chef des armées. Il nomme aux emplois civils et militaires. Il a l'article 16, qui veut dire que c'est pas les autres qui l'ont. C'est déjà ça. Parce que l'article 16, c'est quelque chose de dangereux. Donc, il y a simplement une responsabilité du président de la République dans la future configuration institutionnelle qui doit jouer ses pouvoirs. Alors que M. Bardella et que M. Mélenchon disent le contraire, on les comprend, mais que les propres amis du président, ceux qui sont supposés l'aimer, ceux qui sont supposés le soutenir, disent « Ah, il n'y a rien de mieux que de le faire partir et on va commencer par le dévaloriser ». Non. Faisons la différence entre les maladresses tactiques et l'inopportunité stratégique d'un certain nombre de choix politiques d'Emmanuel Macron et le bien fondé des principes fondamentaux, l'Europe, la solidarité avec l'Ukraine, une économie raisonnablement libérale et ouverte sur le monde, une démocratie représentative attachée à la séparation des pouvoirs. Tout cela, c'est du solide, c'est du sérieux, c'est du lourd. Et ça doit être défendu. Donc je crois que j'invite chacun à se ressaisir. Alors je termine par ça. J'entends maintenant chez les gens qui ont de la culture historique de la républicaine qui me disent voilà, s'il est mis en minorité par soit RN soit le Front populaire gagne, il faut qu'il parte comme est parti Mitterrand quand Herriot est arrivé au pouvoir. Mais c'est absolument pas la bonne comparaison. Face à Herriot, Mitterrand, qui a manœuvré très maladroitement, Mitterrand ne voulait pas accepter le verdict des urnes. Il est évident que le président de la République va accepter le verdict des urnes. Le seul problème, c'est que s'il nomme M. Bardella, si le RN arrive en tête et que M. Bardella récuse, si il propose après à LFI et que LFI ou enfin le Front populaire et que le Front populaire ne reçoit pas l'assentiment de la Chambre, s'il propose à quelqu'un du bloc central, en supposant que ce soit l'ordre d'arrivée, on verra ça, mais en supposant que ce soit l'ordre d'arrivée, et s'il n'arrive pas à former une majorité, le problème, c'est un problème parlementaire. C'est pas un problème présidentiel. Et donc la solution à ce moment-là, c'est qu'il nomme comme on a fait en Italie, dans des circonstances difficiles, avec M. Draghi par exemple, c'est qu'il nomme une personnalité indépendante qui essaierait de décrocher ce qui doit l'être du Front populaire, les Glucksmann, les Hollande et compagnie, et ce qui doit l'être du LR, qui est compatible avec le bloc central. Je vois très bien les personnalités qu'on pourrait imaginer. Je pense évidemment à Villeroy de Galhau. La comparaison avec Draghi est évidente, le banquier central. Je pense aussi à Didier Migaud, mon ancien premier président de la Cour des comptes, qui est une personnalité très respectée. Il y a d'autres noms. Mais en tout cas, c'est le président de la République qui, dans une chambre difficilement gouvernable, restera le maître des horloges, du calendrier et des équilibres à faire. Ne tirez pas sur le pianiste. Lucile Schmitt. Oui, moi je suis assez en accord avec ce que vient de dire Jean-Louis sur le fait qu'on oublie trop vite que Emmanuel Macron a beaucoup pesé à l'échelle européenne et internationale et qu'on oublie en fait combien on a besoin effectivement d'un président qui ne soit pas seulement dans la relation avec une société française en colère. Je voulais rappeler deux choses, c'est qu'on n'est pas au bout de nos peines en termes de péripéties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait de la politique fiction, mais qu'évidemment il y a un premier tour, il y a ensuite un deuxième tour et tout l'enjeu de ce front républicain fracassé en 2022, puisque dans pas mal d'endroits, le Rassemblement national a gagné des duels, qu'il est possible qu'il y ait des triangulaires et des quadrangulaires en fonction de la participation. Dans pas mal d'endroits, donc comme le rappelait Béatrice Gibelin, le sujet est assez local. Et donc, au fond, nos votes ne pèsent pas le même poids face au Rassemblement national en fonction du territoire dans lequel nous habitons, dans lequel nous votons. Et ça, je voudrais le rappeler à toutes les belles âmes qui aujourd'hui s'indignent. Il est facile de s'indigner dans des tribunes, dans la presse, mais la vérité, c'est que les choses se jouent territorialement. Sur la question des péripéties, on voit aujourd'hui effectivement un certain nombre de députés macronistes
qui, comme je le disais, remplacent la photo et qui, aujourd'hui, disent déjà explicitement combien il faudra, en fait, composer avec de nouvelles manières de faire à l'Assemblée nationale. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que la manière dont on pourrait, en France, sortir de cette logique des blocs dont on nous parle beaucoup dans le cadre de la campagne, parce que moi j'ai fait plusieurs campagnes électorales. Vous savez, la campagne électorale devrait être un moment où on éclaire les électeurs. En règle générale, on est plutôt en train de faire des promesses et d'introduire la confusion, et les choses s'éclaircissent une fois qu'on a voté. Donc l'enjeu, me semble-t-il, de faire autrement à l'Assemblée nationale, d'imaginer des alliances entre personnes raisonnables est importante. Et en ce sens, je voudrais dire une chose, et peut-être m'opposer, en tout cas en partie, à ce qu'ont dit mes camarades. Le nouveau Front populaire est extrêmement composite, ça, personne ne va le nier. Il y a à l'intérieur du nouveau Front populaire des personnes raisonnables. Il y a aussi l'envie de voter d'être contre le Rassemblement national. N'oublions pas que c'est quand même aussi ce qui déclenche cette dissolution. Moi, je trouve que la façon dont on considère que le Rassemblement national est déjà aux portes du pouvoir, mais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, me bouleverse. Et donc, je voudrais insister sur le fait que lorsque Valérie Rabault chiffre le programme du nouveau Front populaire, elle arrive à un chiffrage différent. C'est pas très étonnant de ce que dit LFI, et ça me rassure. Lorsque François Hollande décide de se parachuter, si je puis dire, en Corrèze, ça me rassure. Donc il y a quand même un certain nombre de choses. Après, le sujet, c'est au fond, est-ce qu'il n'y aura pas un ras-le-bol par rapport à des personnalités qui ont au fond déjà dit d'autres choses à d'autres moments. La façon dont aussi le Rassemblement national pourra peut-être mettre des chèvres avec écrit Rassemblement national sur la tête des candidats ne me rassure pas. Et c'est au fond ça qui aujourd'hui fait que nous ne savons pas ce qui va se passer. Richard Verly. Moi, je voudrais dire mon admiration pour l'esprit français et l'esprit de Jean-Louis Bourlanges, qui a formidablement réussi à se contredire entre le début et la fin de son exposé, et qui me conduit à tout approuver, le début comme la fin. Parce que Jean-Louis, dans votre interprétation, vous avez un énorme problème, c'est Emmanuel Macron. Vous venez de dire au début de votre intervention qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire et ce que tout président de la République censé aurait dû faire, c'est-à-dire un contrat de coalition, voyant qu'il n'y avait pas au sein de la majorité existante suffisamment de voix pour gouverner, je dirais calmement, qu'il y avait une option, c'était l'option effectivement d'un contrat de coalition sur des priorités. Bravo, ce n'est pas le Suisse venant d'un régime parlementaire qui va vous dire le contraire. Et vous terminez en disant que la solution, c'est d'avoir un Mario Draghi, une personnalité respectée qui pourrait concocter à nouveau une sorte de coalition autour de quelques objectifs. Mais sauf que vous avez toujours un problème nommé Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron est capable de comprendre aujourd'hui ce qu'il n'a pas compris depuis 2022, alors que franchement tout le monde était prêt? Moi, je fais partie des journalistes et de nombreux correspondants étrangers. On attendait, mais avec ferveur. Nous étions à genoux devant l'Élysée, en train d'espérer qu'enfin le vent du parlementarisme intelligent soufflerait sur le château. Mais le vent n'a pas soufflé. Emmanuel Macron s'y est opposé et il a continué d'essayer de gouverner sans le Parlement. Alors vous allez m'expliquer qu'aujourd'hui Emmanuel Macron va changer? Magnifique. Béatrice Gibelin. Moi, je voudrais revenir, s'il n'y a pas eu coalition, c'est parce qu'une grande partie des parlementaires ne voulaient pas de cette coalition. L'idée de faire consensus, l'idée de trouver des terrains communs, à gauche, c'était non, et clairement non. Sur le RN, dans un premier temps, c'était non, et après, on était déjà un peu plus souple, mais il en était de même pour le LR. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les uns et les autres ne voulaient absolument pas réussir à faire consensus, il faut pas non que le président n'y ait pas travaillé suffisamment, sans doute, mais il n'avait pas non plus en face de lui des parlementaires qui étaient prêts à cela. Donc ça me semble un des problèmes. Alors, est-ce que à une autre fois, on arrivera à dépasser ça sur la peur parce que en ce moment, c'est un climat de peur qu'il est important de prendre en compte. Beaucoup d'entre nous sommes très inquiets de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est pour ça que le discours barrage au RN, si on veut vraiment faire barrage au RN, alors ça veut dire que dans les triangulaires, qui vont être nombreuses cette fois-ci, on aura plusieurs dizaines de triangulaires. On sera peut-être à la centaine de triangulaires. Si on va jusque-là, qu'est-ce qu'on fait si le RN est en tête et que c'est ou le nouveau Front populaire ou Ensemble qui arrive en deuxième? Qui se désiste?
Ce qui s'est passé quand, je prends l'exemple des régionales, quand Xavier Bertrand a été élu, le PS s'est retiré pour permettre à Xavier Bertrand de battre le Front National. Est-ce qu'on ira jusque-là? Est-ce que c'est ça, faire barrage? Est-ce que c'est dire, on prend aucun risque et à ce moment-là, on se retire? Si le nouveau Front populaire est capable de ça, je serais extrêmement étonné, mais quand même un peu rassuré. Jean-Louis Bourlange. Oui, je vais d'abord répondre à Richard. La contradiction, il me fait beaucoup d'honneur, la contradiction n'est pas la mienne, c'est celle de la Ve République. Nous savons bien que la Ve République est porteuse de deux logiques. La logique debréiste, celle de 58, qui était de construire un régime parlementaire où le gouvernement serait vraiment assuré par le Premier ministre. Lisez le discours de Michel Debré au Conseil d'État quand il présente la Constitution en 58. Et la grande différence, la grande innovation, selon Michel Debré, par rapport à la Troisième République, c'est le rétablissement du droit de dissolution, qui est l'instrument de stabilité gouvernementale qui a manqué à la Troisième et la Quatrième République. Et puis il y a l'idée, favorisée par la guerre d'Algérie, favorisée par la théorie du domaine réservé proclamée par M. Chaban-Delmas aux assises UNR de Bordeaux au printemps 1959, c'est l'idée que tout revient au président de la République. Et on a vu se développer cette logique, qui est une logique assez monarchique, voire bonapartiste, et qui s'est opposée à la première. Moi, et en 2017, je me rappelle avoir écrit dans la sympathique revue Télos, j'avais écrit qu'il y avait deux façons pour Macron de prendre les choses en main. Il pouvait faire une majorité de type bonapartiste en disant « ralliez-vous à nous, individuellement, je suis votre fédérateur et vos familles politiques disparaissent », ou alors faire quelque chose de plus allemand en disant « je rapproche une famille social-démocrate, une famille centriste, une famille gaulliste classique, Ve République classique ». Il a préféré la première solution, le MoDem étant l'exception dans l'affaire. C'est un système bonapartiste plus le MoDem. C'était donc assez particulier comme organisation, et à mon avis, c'est une grande faiblesse. Et je crois que Macron a choisi de ce point de vue-là, et je suis d'accord avec vous, je l'ai dit et répété, c'était une des raisons de ma grande inquiétude, il aurait dû choisir autrement. Vous avez raison de dire, cher ami Gibelin, vous avez raison de dire que la gauche n'en voulait pas, que la droite n'en voulait pas, mais c'était à lui de faire la preuve, de démontrer que c'était les autres qui n'en voulaient pas. Donc il aurait dû jouer exactement comme l'a fait Mitterrand, avec évidemment dans des conditions plus compliquées. Et donc maintenant vous me dites, est-ce qu'il va changer? J'en sais rien. Mais en tout cas, la leçon de choses est sévère. Et il est président de la République. Le problème n'est pas qu'on le choisit. Le problème, c'est qu'est-ce que vous apportez en organisant une élection présidentielle? Rien. Rien vous apportez. Sans doute, la demande, ça sera un super bonapartiste, c'est-à-dire on aura du Bardella plus Le Pen. C'est ça l'idée de M. Bardella. Donc on referme complètement le jeu, alors qu'à mon avis, compte tenu de la tripartition des forces politiques en France, et il est absolument nécessaire de faire jouer. Le général de Gaulle tirait sur ses bretelles en disant « la Constitution, c'est comme les bretelles, il faut que ça soit souple, ça puisse se tirer », il dit ça à Alain Peyrefitte. Il faut jouer cela. C'est simplement, et ça je dis que dans le camp de la majorité sortante, on devrait quand même avoir présent à l'esprit que l'une des seules armes qu'on a, c'est de reconstituer demain un ensemble beaucoup plus vaste que la majorité sortante, les partis de la majorité sortante, pour essayer de gouverner. Donc je crois que là, il y a quelque chose de très important, parce que réfléchissons, quel est l'avenir du pays en dehors de cette... Quelle est l'alternative? Ni Hollande ni Glucksmann ne croient un seul instant, je donne ces deux noms au hasard, pas au hasard, mais enfin il y en a d'autres, ne croient un seul instant au Front populaire. Moi, ce qui me gêne,
ce qui me gêne dans le Rassemblement populaire, c'est que c'est en fait le Front populaire, mais le Rassemblement populaire... Oui, mais moi je parle de Rassemblement populaire parce que je crois que ce que ça reflète, c'est la préférence pour le Rassemblement national. Quand vous voulez lutter contre le fascisme, entre guillemets, vous faites alliance, comme dirait le regretté Aragon, celui qui croit au ciel et celui qui n'y croyait pas. Bon, on fait front avec. Le Séjourné, au nom de Macron évidemment, a proposé dès le soir en disant « Nous ne présenterons aucun candidat contre des gens qui se reconnaissent dans les valeurs républicaines, qui refusent et le RN et LFI. Nous ne présenterons, par exemple, Hollande ou d'autres, nous ne présenterons aucun candidat. » Le choix inverse, c'était le choix de diviser les forces anti-Rassemblement national, de mettre le bloc central en situation minoritaire et de dire en vérité, nous préférons le Rassemblement national au bloc central. Parce que le Rassemblement national, ça nous permet de revenir à nos vieilles amours manichéennes, la droite contre la gauche, le tennis comme d'habitude, et c'est un vote révolutionnaire, comme disaient les communistes quand ils soutenaient l'extrême droite, c'est un vote révolutionnaire, c'est-à-dire nous aurons un gouvernement détestable et nous pourrons repartir sur des bases solides. Et ça, c'est quand même un choix qui est extrêmement dangereux quand on voit la situation internationale du pays, je pense en particulier à l'Ukraine, quand on voit la situation économique du pays, quand on voit les incertitudes qui pèsent outre-Atlantique sur les élections américaines et quand on voit la fragilité financière de la France. Alors on dit évidemment, c'est vous qui avez dépensé trop. Mais c'est vrai. Moi, j'ai toujours dit ça, qu'on dépensait trop. Mais alors, la belle affaire, vous avez dépensé trop, on a une idée, on va dépenser 3 fois plus. Ah, voilà la solution. Je vous remercie. Je pense que nous avons... Jean-Louis Bourlanges est plébiscité comme Premier ministre. Personne n'avait compris pourquoi je ne me présente pas. Maintenant, la vérité apparaît. Il est dans l'ombre. Querens quem devoret, comme on dit dans l'Évangile. Nous avons pratiquement atteint la dernière séquence de notre émission, la séquence des brèves. Nous l'atteignons, mais nous savons aussi que nous allons continuer cette conversation puisque la suite sera en fonction des échanges que nous allons avoir avec le nombre public présent à l'école alsacienne. Deux choses pour introduire cette séquence des brèves. La première, Jean-Louis a mentionné Telos. Telos, T-E-L-O-S, est une revue en ligne qui paraît tous les jours, qui donne un article nouveau tous les jours, et dont je trouve que, avec Philosophie Magazine, ce sont les 2 publications dont la lecture quotidienne est extrêmement agréable, riche et ouvre des tas de pistes. Et puis la deuxième, c'est une citation que j'emprunte au galeriste Alexis Nabokov, qui l'a mise sur l'un de ses posts, je ne sais plus si c'était Facebook ou Twitter ou Instagram ou pas TikTok, parce que sur TikTok, j'ai jamais réussi à m'inscrire. Il doit y avoir une limite d'âge, j'imagine. Moi, j'ai jamais essayé. Ah non, moi, j'essaie tout. Bref, voilà ce que dit cette citation. Il existe aujourd'hui une forme d'antifascisme archéologique qui est en somme un bon prétexte pour se décerner un brevet d'antifascisme réel. Il s'agit d'un antifascisme facile qui a pour objet et objectif un fascisme archaïque qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. Voilà pourquoi une bonne partie de l'antifascisme d'aujourd'hui, ou du moins de ce que l'on appelle antifascisme, est soit naïf et stupide, soit prétextuel et de mauvaise foi. En effet, elle combat ou fait semblant de combattre un phénomène mort et enterré, archéologique, qui ne peut plus faire peur à personne. C'est en somme un antifascisme de tout confort et de tout repos. Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme est ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation, définition qui paraît inoffensive et purement indicative, il n'en est rien. C'est une citation qui a un peu plus de 70 ans et dont l'auteur est Pier Paolo Pasolini. Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je me sens un peu décalée après cette citation que je trouve extrêmement éclairante. Moi, je voulais recommander d'aller voir l'exposition Mexica au Musée des Arts Premiers, qui est une exposition qui m'a enthousiasmée, qui suscite en même temps une certaine forme d'effroi, puisque vous savez, la civilisation Mexica, c'est la civilisation aztèque, enfin, comme on l'appelle encore beaucoup, même s'il faut l'appeler civilisation Mexica. Et dans cette cosmovision incroyable entre le ciel, la terre et le monde souterrain,
le lien entre les dieux et nous êtres humains, se fait par le biais du sacrifice. Et donc, au fond, cette exposition magnifique, puisqu'il y a 500 objets, dont pratiquement tous sont venus du Mexique, ont été prêtés, qui ont été découverts à l'occasion des fouilles dans les j'allais dire les entrailles de Mexico. Tout ça est magnifique, mais aussi effrayant, parce que vous avez, au fond, ces squelettes d'animaux décorés en guerriers, parfois même un squelette humain, et on nous explique que, au fond, toute cette vision extrêmement cruelle de cette civilisation a malgré tout été construite pour coloniser lorsque les conquistadors sont arrivés, et qu'au fond, ce qui a permis de combattre la civilisation aztèque, c'est la variole. Donc c'est l'absence de vaccin. Je trouve ça extrêmement parlant aujourd'hui encore, et vraiment je vous incite à aller voir ces œuvres magnifiques, mais préparez-vous à être effrayés. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je vais faire 2 brèves. La première m'est... dont une longue et l'autre interminable. La première m'est inspirée par l'allusion à Télos que j'ai faite et que Philippe a reprise. J'ai l'honneur d'être membre du comité éditorial de Télos, et nous avons unanimement soutenu un texte qui était écrit par l'un d'entre nous pour soutenir et nous indigner du traitement réservé par le comité Théodule de Sciences Po à Pascal Perrineau. Il n'y a, en lui refusant, contre tous les usages universitaires, le renouvellement de son éméritat. C'est absolument injustifié. Rien dans l'attitude de Pascal, rien dans ses convictions, dans sa pratique universitaire, la qualité de sa recherche et son comportement éthique ne justifie cette décision qui, en plus, n'a été nullement motivée. Elle est simplement l'expression d'un rejet allergique à une idéologie d'un homme qui, effectivement, ne partage pas les dérives wokistes de Sciences Po. Je voulais le dire parce que Pascal Perrineau est un des gloires de la science politique française, et je pense que le traitement qui lui a été réservé est indigne. Alors, dans le même registre, ma seconde brève, j'ai lu le livre d'Agnès Buzyn, Journal, janvier-juin 2020. C'est un livre extraordinaire. Effectivement, il a été écrit un peu à la va-vite, il y a des redites, on voit que ça n'a pas été entièrement travaillé. C'est un livre qui est chargé d'une émotion extraordinaire. C'est un journal, enfin c'est la moitié d'un journal. Elle a commencé son journal au milieu de la période qu'elle décrit. La première partie, elle l'a reconstituée à partir de toutes les notes qu'elle avait réservées, et c'est son expérience face au Covid jusqu'à son explosion en vol dans une candidature impossible à la mairie de Paris. Alors d'abord, je crois que c'est, pour un observateur de la vie politique, ce livre est passionnant. Ça fait penser à la phrase de Turgot. Turgot dit « Notre problème, c'est de prévoir le présent ». Quand on agit, on n'a pas les éléments, on ne sait pas. Et là, on voit comment, peu à peu, avec beaucoup de lucidité, elle, Jérôme Salomon, d'autres, etc., ont découvert la progression du Covid, ont vu et à quel point ils étaient engagés dans des affaires énormes, la réforme des retraites, la réforme à point, les problèmes hospitaliers, etc. Et ça s'est peu à peu imposé, et je crois qu'ils ont été d'une très très grande vigilance, et ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient. Donc là, on a cette première tranche d'observation. Et puis au-delà de ça, il y a vraiment l'indignité du sort qui lui a été réservé, et notamment la juridictionnalisation de la politique qui a été la sienne, comme celle d'Édouard Philippe. C'est absolument honteux. Quand on voit qu'un ministre aussi démuni d'informations au départ que nous, est confronté à quelque chose de gigantesque comme la pandémie que nous avons vue, qui fait face, qui prend des décisions, etc., dire qu'on va apprécier son action sur le mode coupable ou non coupable, et non pas capable et non capable. Capable et non capable, c'est l'affaire des citoyens qui disent celle-là ou celui-là, il a bien agi ou il a mal agi. Mais coupable, c'est la transformation,
la transformation d'un responsable confronté à un problème ultra difficile que nous avons tous vécu dans notre chair en une espèce de bouc émissaire, c'est quelque chose qui n'est pas à l'honneur des juridictions et à l'honneur de la société française. Je crois qu'il faut le dire, Agnès Buzyn a payé très cher le fait d'avoir fait convenablement son métier à un moment où il fallait absolument trouver des coupables puisqu'on avait des victimes. Décidément, je ne fais que soutenir Jean-Louis. J'avais, au moment où est sorti ce livre, j'avais souligné son intérêt et souligné aussi l'injustice du sort fait à Agnès Buzyn. Je suis plus sévère que Jean-Louis sur l'éditeur. Je pense que l'éditeur, pressé de sortir le truc, n'a, comme malheureusement c'est souvent le cas, n'a pas fait son travail, c'est-à-dire s'est contenté de prendre le manuscrit et de le porter et de le porter à l'imprimeur, et qu'un tiers de ce livre aurait pu être supprimé parce que ce sont des répétitions et que du coup, je pense que le livre aurait plus facilement trouvé son public. Mais le livre est passionnant. Il est passionnant parce que c'est le journal au jour le jour, tenu avec une grande probité intellectuelle d'une responsable dans une crise comme on n'en avait pas connu, et aussi parce que il est passionnant sur ce qui se passe autour d'elle et qui finalement finira par l'abattre d'une manière, je dirais, assez biaisée, c'est-à-dire en l'envoyant au casse-pipe à l'élection municipale à Paris. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi aussi, j'aurais 2 brèves, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que Jean-Louis qui ait droit à 2 brèves. Je vais parler de quelque chose qui m'a réjoui le cœur hier soir, et dans ces moments un peu difficiles et troublés et inquiétants, je voulais vous le faire partager. C'est le projet Demos. Qu'est-ce que signifie Demos ? Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Et son objectif, c'est d'apporter la musique, de faire découvrir la musique à des enfants entre 7 et 12 ans qui sont de milieux qui n'ont pas accès à la musique. Essentiellement à la musique classique, mais pas seulement. Et l'objectif de Demos est donc d'amener ces enfants... tout au moins d'aller vers eux, plutôt que de les amener, d'aller vers eux, de leur apprendre la pratique d'un instrument et de leur donner un instrument pendant 3 ans. Et s'ils veulent poursuivre, ils garderont l'instrument. Il y a 50 orchestres sur toute la France. Il y a plus de 11 000 enfants qui ont découvert la musique comme cela, et aussi le chant. Et hier, à la Philharmonie, c'était à la Cité de la Musique, il y avait plusieurs de ces orchestres, moi j'ai entendu Caen et celui de Marseille, qui donnaient le concert de l'année. C'était formidable. C'était formidable. C'était joyeux, c'était coloré, c'était... Enfin, se dire, voilà, la musique, ça permet de vivre ensemble. Et franchement, on peut les aider pour qu'il y ait encore plus d'enfants qui puissent avoir accès à un instrument. Et puis la deuxième, je serai brève, c'est cet excellent ouvrage d'un de mes amis géographes, mais historiens, Christian Grattalou, Géohistoire, une autre histoire des humains sur la Terre. Et c'est une magnifique fresque, c'est un passionné de la cartographie historique. Il y a d'ailleurs 60 cartes tirées de ces atlas au cœur de cet ouvrage, et qui essaie de nous raconter, avec les outils de la géographie, la diffusion de l'espèce humaine, comment tout ceci s'est réparti, pourquoi, comment. C'est passionnant. Richard Verly. Mais moi, je me suis intéressé pour cette brève, je suis tombé par hasard sur un livre de Gilles Martin-Chauffier, qui a longtemps été critique littéraire, notamment à Paris Match, et qui s'appelle Clause de conscience, et ça m'a amené à rentrer avec lui dans la cuisine des journalistes français et des journalistes de certaines rédactions rachetées par les milliardaires, parce que c'est le sujet du livre, c'est comment à partir du moment où vous êtes racheté par un milliardaire, le titre en question c'est Paris Match, même ici il ne s'appelle pas comme ça dans le roman, au fond vous ne pensez plus qu'à une seule chose si vous avez quelques dizaines d'années d'expérience, c'est-à-dire votre clause de conscience.
l'indemnité que vous pourrez toucher en donnant votre démission. Et pardon, juste pour les auditeurs qui ne sont pas familiers du monde de la presse, la clause de conscience est automatique. Quand un journal change de propriétaire, tous les journalistes sont autorisés à demander leurs indemnités calculées sur la base de la convention d'entreprise et éventuellement augmentées s'il y a une négociation personnelle. Mais la clause de conscience, c'est automatique. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Dans d'autres pays, on ne connaît pas la clause de conscience. Je ne dis pas si c'est bien ou mal. On peut, à titre journalistique, un peu s'en désoler. La clause de conscience, elle est là pour protéger les journalistes. Mais ce qui est formidable, c'est que dans le livre, Gilles Martin-Chauffier raconte avec une grande candeur qu'en fait, tout ça est totalement dévoyé, que la plupart des journalistes ne font que des calculs, les calculs de leurs annuités, de ce que peut leur apporter le fait de partir, et qu'au fond, passer d'un milliardaire à l'autre ne les gêne pas trop. L'essentiel, c'est de trouver le bon milliardaire, c'est-à-dire celui qui vous paiera vos indemnités. Voilà, c'est un remake contemporain des Illusions perdues de Balzac, et je pense que ça nous fait réfléchir aussi à nous, les médias, à ce que nous offrons comme spectacle à un moment où nous ne cessons de juger les politiques et d'être sévères à l'égard des politiques, y compris au plus haut niveau, à réclamer des démissions, des clarifications. Quelquefois, il serait bien que nous-mêmes, les journalistes et les médias, on s'interroge sur nos pratiques et d'une manière assez désinvolte, bien écrite, Gilles Martin-Chauffier le fait, il a lui-même demandé la clause de conscience. Passer d'un milliardaire à l'autre n'a d'importance que si le deuxième milliardaire est plus milliardaire que le premier milliardaire. Puis il y aura moins de milliardaires si avec le changement politique, il faut faire vite. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site pendant qu'Olivier Magloire veille à notre plateforme, et puis Laurie Galigani et Christian Sory qui ont enregistré cette émission, qui la mettront en ligne, et je vous donne rendez-vous donc pour la diffusion mercredi de la conversation qu'on va avoir avec vous tout de suite. Merci à l'École alsacienne et à très bientôt.